Mes chers collègues, je suis sincèrement ému et fier de cette confiance. Ému parce que ce type de responsabilité, même si ce n'est pas la première fois que je l'obtiens, est toujours un moment à la fois de bonheur, de gravité et de grande responsabilité. Un moment aussi parce que nous allons créer ensemble, créer une nouvelle région. C'est suffisamment rare dans notre démocratie pour que nous mesurions à l'aune de cette grande réforme les responsabilités qui pèsent sur les épaules de chacune et de chacun. La France, dans son organisation, a coutume plutôt d'émietter. Là, nous rassemblons. Nous rassemblons des forces, nous rassemblons des identités en les respectant. Nous rassemblons 5,8 millions d'hommes et de femmes, jeunes ou moins jeunes, à qui il faudra apporter notre souci du quotidien et en même temps la préparation de l'avenir. C'est une lourde tâche. Les élections ont montré par les votes, mais aussi par l'abstention, combien le monde politique était en situation de défiance, combien nos concitoyens ressentaient de souffrance, d'éloignement. L'emploi est bien entendu au cœur de leurs préoccupations, mais aussi la perception que les hommes et les femmes de notre région ont, comme d'ailleurs dans la France entière, la perception d'un oubli, d'un manque d'efficience de l'action publique, au-delà d'ailleurs de la classe politique que nous représentons pour notre part ici, c'est à l'égard de l'action publique que cette défiance se manifeste. Même si quelque part les Françaises et les Français, et bien sûr les habitants de notre région, oublient parfois que notre modèle social, par la présence d'aides-soignantes, d'infirmières auprès de personnes âgées, mais aussi beaucoup d'autres choses, est aussi une conquête de la République. Ce vote nous oblige, m'oblige à nous rassembler. Il y a le résultat des élections, bien sûr, et la majorité de cette assemblée que j'observe avec à la fois gourmandise, parce que nous allons être nombreux pour travailler, et puis en même temps, en me mettant un défi singulier, d'ouvrir, de rechercher le plus possible des majorités d'idées et de projets. Nous le devons à cette région, la plus grande de France, sûrement la plus belle. Assumons la beauté. Qui peut revendiquer d'avoir à la fois la montagne et ses paysages agricoles, ruraux, magnifiques, du Limousin, de Poitou-Charentes ou d'Aquitaine? Qui peut avoir cette longue côte atlantique préservée à une époque où l'État a souhaité préserver ces rivages magnifiques qui aujourd'hui
s'agrandissent. Plus de 750 kilomètres. Encore une fois, c'est une immense fierté. Une immense fierté que de se dire que notre terrain d'action va jouer sur cette nature, d'abord, généreuse de sa prodigalité populaire. Je l'ai évoqué d'un mot dans la note que j'ai déposée sur le bureau du doyen d'âge. Cette prodigalité populaire est essentielle. C'est la randonnée, c'est la chasse, la pêche, c'est l'agriculture. Ce sont toutes nos activités populaires, où la culture, le monde associatif ont une présence exceptionnelle. Je partage en ce moment les mots de Michel Venac. Nous avons eu la chance d'avoir un très jeune doyen. Et je partage ces mots sur l'audace, sur la rigueur, sur la modernité et la générosité. Je partage aussi ces références. Cette région, elle est une. À partir d'aujourd'hui, sans que nous nous soyons encore prononcés sur le nom, et il va falloir que nous mettions rapidement en place un groupe de travail créatif sur le nom de la région, adossé au site internet que les 3 régions anciennes ont mis en place pour proposer au gouvernement et au Conseil d'État d'ici le mois de juin ce nom qui doit nous rassembler, qui doit claquer aussi auprès de chaque habitant, qui doit être une marque pour nos produits, qu'ils soient agricoles ou agroalimentaires, ou qu'ils soient de terroir, qu'ils soient de nos savoir-faire ou de notre tourisme. Ce travail de nommer cette région est une responsabilité lourde, parce que nous allons inscrire dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'Europe, une immense région. Il va falloir aussi, parce que c'est ce qui m'est revenu, ce qui nous est revenu pendant la campagne, être proche de chacun des territoires. La proximité, comme la préparation de l'avenir, est un vrai défi pour nous. Cela supposera que nous nous y mettions tous, parce que les responsabilités vont être considérables. Dans les conseils d'administration des lycées, dans les différents organismes qu'anime ou auxquels participe cette grande région. La proximité aussi avec des élus, un peu des secrétaires d'État, qui représenteront sur les territoires la région, qui auront pour tâche d'en coordonner, dans le cadre des compétences qui sont les nôtres, les dossiers de la région, qui auront pour tâche de les accompagner dans les procédures administratives. Nous allons créer aussi très rapidement une DATAR. Chacun se souvient de cette délégation à l'aménagement du territoire qui a porté l'accompagnement de la politique contractuelle, qui a porté l'animation des différents pays.
Cette DATAR aura pour tâche à la fois d'avoir une capacité d'analyse, et nous nous appuierons beaucoup sur l'université, sur les universités, pour voir quels sont les territoires qui sont les plus en déprise. On les connaît, le travail de l'INSEE va nous y aider. Mais nous mettrons en place un accompagnement spécifique pour tous les territoires de cette grande région qui sont en situation de déprise. Pour le reste, des contrats de mobilisation, des contrats de pays seront développés. Il faudra que rapidement, et un groupe de travail là aussi sera mis en place avec cette nouvelle Assemblée, que rapidement nous réfléchissions à la granulométrie, si j'ose dire, à la géographie de l'ensemble de ces territoires. Je m'appuierai sur vos propositions, sur le dialogue constructif qui émanera de vos rangs. Faut-il un département? Faut-il un pays? Là, une agglomération? C'est à trancher entre nous. J'ai regretté que la politique contractuelle des pays disparaisse, ou plutôt la notion de pays. Je pense que c'était une base que le législateur et les gouvernements avaient judicieusement mise en place, parce qu'il s'adossait aussi à une co-construction des stratégies territoriales. Ce mot co-construction, vous m'entendrez le rappeler souvent. Je pense qu'on ne peut plus faire de politique publique et d'action publique sans que sa réflexion et les choix ne soient partagés entre les élus que nous sommes et qui devons arbitrer et le monde socio-professionnel, le monde culturel, le monde associatif. Bref, celles et ceux, citoyens, engagés, qui, sur les territoires, participent de l'action territoriale. Nous devrons inventer, à notre échelle, une nouvelle façon de vivre la démocratie, plus transparente, plus ouverte, plus collaborative. D'ores et déjà, l'expérience qui est la nôtre a fait participer le monde agricole, le monde industriel, parfois le monde associatif, le monde syndical, regroupés ou pas au sein des conseils économiques et sociaux. C'est à une invention d'une démocratie territoriale nouvelle que je vous invite. Je ne la ferai pas seul. Le Conseil des vice-présidentes et des vice-présidents non plus. La majorité non plus. Nous aurons à trancher. Bien sûr. Y compris au sein de notre Assemblée. La présidence des commissions, et notamment la commission des finances, sera ouverte aux élus de la minorité. Et nous aurons à mettre en place ce dispositif. Je m'appuierai aussi sur une initiative que la région Poitou-Charentes avait mise en place, qui est une forme de structure d'accueil et d'appel de nos concitoyens pour faire en sorte que le temps de gestion d'un dossier soit le plus court possible. Nous aurons à mettre en place une administration. Il n'y a plus qu'une région. Cette région, elle dispose d'une administration que je veux saluer, de fonctionnaires, de contractuels, dans les lycées, dans les sièges, qui auront une lourde tâche.
faire en sorte que le service public ne s'arrête pas et inventer, comme nous l'avons fait pour l'usine du futur, une administration du futur. C'est un mot que Gérard Vandenbrouck a prononcé souvent. Faire en sorte que des équipes mobiles, notamment autour de nos grandes compétences d'emploi et de formation, puissent aller sur les territoires. Que là où c'est nécessaire, une ingénierie spécifique soit mise en place. C'est la DATAR dont je parlais tout à l'heure. Cette administration, pour être directe, ne coûtera pas plus cher à nos concitoyens ou à notre action publique demain qu'aujourd'hui. Il y aura des mutualisations, par définition. Nous nous adosserons aussi aux nouvelles techniques de communication. Je lance de suite l'idée de salles immersives de vidéoconférence, de telle sorte que nous puissions travailler en facilité. Les technologies ayant beaucoup évolué, nous aurons dans ce domaine à nous adosser à ces technologies que l'Université de Rennes, par exemple, a mises en place pour éviter, autant que faire se peut, de multiplier les déplacements. Nous aurons, sur cette partie de ce projet, lié à la proximité, lié au territoire, à réfléchir aussi aux nouvelles formes d'action publique. Je pense notamment à la santé. Domaine qui, je le rappelle, en dehors des hôpitaux, est exercé par la médecine libérale. Et dont on voit aujourd'hui que cette médecine libérale se rapproche des centres-villes et déleste parfois le monde rural ou les banlieues. C'est la maison de santé. Nous l'avons initiée dans nos régions. Et je crois qu'il y en a déjà plus de 70 dans la grande région. Mais il nous faut réfléchir aux modalités d'exercice de la médecine au plus proche. Il nous faut réfléchir à ce que notamment le Limousin a initié à travers l'e-santé, ou ce que l'on appelle la silver economy. Désisoler le médecin. Faire en sorte que les infirmiers et les infirmières d'une part, les aides-soignants ou aides-soignantes d'autre part, participent plus à cet accompagnement de la santé. Nous allons vers un bouleversement, mais en tout cas un travail plus collectif du monde médical et paramédical. Ce que notre responsabilité de formation, infirmières, aides-soignants, kinés, etc., nous amène à réfléchir. Cette notion qui mélange à la fois le quotidien, la solidarité, fait partie des actes essentiels. Je voudrais aussi, et j'en ai beaucoup parlé pendant la campagne, que nous nous engagions sur la prévention. L'action publique ne peut pas être simplement curative. Et nous ne pouvons pas continuellement nous plaindre d'un retrait de l'État. Préventive, pourquoi? Regardez l'échec scolaire. Regardez l'échec des 2 premiers cycles universitaires. A priori, nous n'avons pas de responsabilité. Sauf que, pouvons-nous rester indifférents, et on a commencé à le mettre en place, devant la précarisation d'une partie de la jeunesse? Ne nous étonnons pas, après les taux d'échec scolaire, et ce n'est pas remettre en cause la qualité du corps enseignant, ne nous étonnons pas que le taux de chômage des jeunes soit élevé.
Mettons en place avec les meilleures expériences qui existent, soit ici, soit à l'échelle internationale, et je pense notamment au Québec, cette plateforme d'aide aux devoirs que les communes ont depuis longtemps mise en place et qui, au Québec, a des résultats spectaculaires. Division par 2 de l'échec scolaire. Pensons avec les responsables universitaires ce que représentent les 50% de décrochage d'étudiants dans les 2 premières années. Prévention aussi sur le plan de la santé. C'est les maisons de santé, c'est l'e-santé, j'ai découvert des initiatives et des innovations extraordinaires en Limousin. Et je sais qu'il y en a aussi dans la grande région. Il faut que, sur ces nouvelles façons de gérer la solidarité, nous soyons inventifs. Nous ne nous accrochions pas simplement à ce qui a pu se passer dans les demandes sociales formulées en 1945. Essayons d'innover. C'est, je crois, ce que nous ont demandé nos électeurs. Ça participe, bien sûr, de l'économie sociale et solidaire, dont aura la charge un vice-président de la région. Cette solidarité, cette unité, c'est aussi nos infrastructures, avec ce que nous confie la loi. D'abord, les TER, le train du quotidien, mais aussi, là où il le faut, sur les liaisons régionales routières, qui sont d'ailleurs déjà inscrites notamment au contrat de plan du Limousin et de Poitou-Charentes, et que nous avions ici en Aquitaine inscrit pour la liaison entre Bordeaux et Pau. Ces infrastructures, il va falloir à la fois les moderniser, et je pense qu'il faut que l'État trouve d'autres sources de financement que les ressources budgétaires qu'il mobilise aujourd'hui, sinon nous ne nous en sortirons pas compte tenu du poids de la dette de la SNCF. J'ai suggéré le grand emprunt, préparer l'avenir, dans une première étape les universités, pourquoi pas demain les grandes infrastructures avec l'aide de l'Europe. Mais aussi, il faut revenir sur cette taxe carbone. 9000 camions par jour qui traversent, venant d'Espagne ou du Portugal, l'Aquitaine, Poitou-Charentes, et sur lequel, à la différence des autres pays européens, ne pèse aucune taxe particulière, qui nous aiderait au contraire à faire un report modal de la route vers le rail. Et puis il y aura le combat de la régularité, qui est une bataille incessante dans ce domaine-là, du confort, de la sécurité. C'est cela, me semble-t-il, participer à l'unité de cette région. Nous devrons rapidement en faire connaître son attractivité. L'attractivité industrielle et économique existe. Si je ne prends que le cas de l'Aquitaine, 13 000 actifs, couples d'âge actif arrivent par an, ce qui pèse d'ailleurs, je l'ai suffisamment exprimé pendant la campagne, sur notre chômage. Quand une famille arrive de Paris, il y a un emploi qui est pourvu, il faut pourvoir au second. Beau défi, qui rassemble unité, attractivité, solidarité, visibilité. Et puis, il y a cette grande compétence qui n'est certes pas totale. Il est toujours difficile en France de faire progresser la décentralisation et la régionalisation. C'est un combat que j'ai mené pendant beaucoup d'années à la tête des régions de France, que, comme ça se passe chaque fois en France, la situation et les événements vont faire progresser. Paradoxalement, la décentralisation progresse en France par la force des choses. Et là, nous avons une situation de l'emploi aujourd'hui
qui va nous faire revenir ces idées que j'avais soumises à l'Assemblée nationale lors du vote de la loi NOTRe. Il n'est pas acceptable que nous ayons autant d'entreprises qui veulent recruter et qui ne trouvent pas les salariés qui vont bien. Il y a un problème culturel, sûrement. Problème culturel pour certains métiers, problème culturel à l'égard de l'apprentissage. Le problème n'est pas que financier. Mais en tout cas, il nous faut réfléchir à un dispositif de service public régional de l'emploi. On a commencé ici à le mettre en place, à destination notamment des apprentis, des élèves de lycées professionnels ou des demandeurs d'emploi en formation. S'il n'y a pas de progrès dans la décentralisation, si nous ne pilotons pas en totalité le service public de l'emploi, alors je vous proposerai de le mettre en place. Nous avons un devoir à l'égard de ceux qui souffrent, comme nous avons un devoir à l'égard de ceux qui créent et qui mettent leur talent, la prise de risque, dans nos compétences. Sur le développement économique, je ne change pas de stratégie. La stratégie essentielle, c'est l'innovation. C'est l'innovation hier, c'est l'innovation demain. Si nous n'innovons pas dans tout notre tissu économique, alors quelque part, il ne faut pas s'étonner que nous ayons des difficultés. L'innovation, c'est l'ouverture des universités. Et je sais que le maire de Poitiers, notamment, attend beaucoup des modèles que nous avons pu mettre en place, même si, sur la transition énergétique, des choses ont été faites et qu'il y a un laboratoire magnifique. L'université de Limoges, l'université de Pau, les pôles universitaires de proximité doivent contribuer à irriguer notre tissu de PME et de petites entreprises de nouvelles façons de produire, de nouveaux produits. L'innovation, elle est de rupture, mais elle est aussi incrémentale. Et cette innovation dans ces domaines sera prioritairement financée par cette grande région. Il nous faut des outils, et notamment un fonds d'investissement régional massif. La France manque de fonds propres. Où, comme notre épargne est recentralisée sur Paris, nous avons des délais de décision et des conditions de décision qui sont inacceptables pour nos PME. Et j'ai encore des exemples dans la tête ces derniers jours. Nous ne pouvons pas faire uniquement confiance à un certain nombre de grands fonds ou aux fonds des veuves singapouriennes ou californiennes, même si j'ai rien contre les veuves singapouriennes ni californiennes, mais nous devons avoir un outil à notre disposition. C'est ce que me demandent depuis longtemps les chefs d'entreprise. J'aurais aimé que la BPI fût régionalisée, comme en Allemagne, avec les Landesbank. Le choix n'a pas été celui-là, je le regrette. Je continuerai d'enfoncer le clou. Mais nous créerons, et on a commencé à en discuter avec les banques de la place, avec les entreprises, des dispositifs permettant d'avoir un fonds de plusieurs centaines de millions d'euros. De telle sorte que nous puissions accompagner sur le long terme l'entreprise, son capital, ses fonds propres. De telle sorte que un événement heureux d'une entreprise ne se traduise pas, comme c'est en train de se passer pour certaines entreprises de notre territoire, par la décapitation du management de telle ou telle entreprise et la vente par les fonds, parce que l'entreprise a pris de la valeur, parce que la découverte ou la recherche est exceptionnelle, de telle ou telle pépite qui demain deviendra une entreprise de taille intermédiaire. Ensuite, nous aurons, et c'est fondamental, notamment dans le domaine
aéronautique, à mieux structurer la chaîne de sous-traitance. Nous sommes encore dans ce modèle français où tout remonte trop à Paris. J'ai confiance dans nos grandes entreprises, sauf que le rapport des services achats de ces grandes entreprises et de nos PME n'est pas un rapport toujours correct, pour ne pas dire plus. Il faut que nos PME sous-traitantes montent en taille, d'où les besoins de fonds propres, d'où les besoins de formation, d'où les besoins de croissance, d'où le projet Usine du futur, qui a été inventé en Aquitaine, proposé d'ailleurs par l'Aquitaine. Et aujourd'hui, où nous avons la moitié des entreprises de France, il faudra que très rapidement, et je l'ai évoqué aux entreprises de Poitou-Charentes et de Limousin, nous étendions ce projet d'usine du futur à toute cette grande région. C'est des moyens budgétaires, en investissement, en fonctionnement, en formation. Ce sera une priorité pour la région. Le monde agricole et agroalimentaire fait de nous la première puissance en valeur agricole d'Europe. C'est une chance. En même temps, on sait qu'il y a continuellement des difficultés. Aujourd'hui, sur l'élevage, pensons à la crise aviaire, pour laquelle il faudra très rapidement que nous mobilisions une part de secours, après les discussions avec l'État. Mais l'élevage souffre, alors que plus de 50% de notre agriculture vient de l'élevage. Accès à l'eau, accès au foncier. Nous créerons une structure dédiée sur l'accès au foncier, installation des jeunes agriculteurs, que renforcent d'ailleurs les crédits européens du FEADER, pour lequel des sommes importantes sont inscrites. L'agriculture, ce n'est pas simplement une diminution du nombre des actifs agricoles. Les économistes, d'ailleurs, qui veulent bien se pencher sur cette question, montrent que le monde agricole, c'est aussi le monde agroalimentaire. Nous avons la chance de disposer de structures coopératives exceptionnelles. Et le monde coopératif, que je réunirai très vite, va travailler à l'échelle de cette grande région. C'est un appui considérable pour le revenu des agriculteurs, mais aussi pour les perspectives d'avenir. Il ne s'agira pas d'opposer d'ailleurs le monde coopératif au monde privé. Tout le monde a sa place et il y a une stimulation qui est à l'intérieur de cette économie plutôt forte. Mais il nous faudra aussi, comme je l'évoquais au niveau de la sous-traitance aéronautique, nous pencher sur la modernisation du tissu agroalimentaire. Il faut que nous doublions le nombre d'entreprises de taille intermédiaire dans cette région. Que nous soyons un modèle en France. C'est grâce à ça, grâce à ces ETI, que l'Allemagne a baissé le chômage. Les ETI créent autour de 70 000 emplois par an. Les grandes entreprises, parce qu'elles sont aspirées à l'international, reculent de 50 000. Pas par an, pardon, sur 3 ou 4 années. On voit bien le modèle sur lequel il faut avancer. La création d'entreprises, aussi, qu'elles soient agricoles, industrielles, numériques, tout cela fait partie de... Il faut que nous soyons, on l'est déjà en croissance, il faut que nous soyons la première région en termes de création d'entreprises, avec des dispositifs adaptés, des plateformes adaptées. Le numérique est aussi un défi, à la fois, bien sûr, sur le très haut débit sur tous les territoires. Et là, la région, avec les départements, a joué les investisseurs. Le privé auquel nous nous sommes adressés n'a pas souhaité investir, sauf à des niveaux de subvention intolérables. Investir dans le numérique, c'est avoir demain le retour. Il ne s'agit pas, bien entendu, de se transformer en opérateur.
mais les opérateurs, à l'échelle de cette grande région, concourront pour opérer ces réseaux que nous mettrons en place, notamment pour le monde rural. Et puis, il y a les usages du numérique. Dans la santé, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais aussi, il faut que toutes nos entreprises se numérisent. C'est une révolution absolue, totale. Nous avons pris des retards, du retard. On n'a pas su passer du Minitel à l'ordinateur. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, nous avons la chance, dans cette région, Angoulême, Bordeaux, mais aussi Poitiers, Limoges, Mont-de-Marsan, d'avoir un réseau d'entrepreneurs exceptionnel dans le domaine du numérique. Une créativité que nos pépinières d'entreprises accueillent abondamment. Ce numérique, il faut que nous l'aidions à croître tout en maintenant sa génération spontanée. C'est un vrai défi. Et puis, il y a tous les autres secteurs. J'ai la vigne et le vin. Vous imaginez le bonheur qu'il y a, en faisant attention, de parcourir nos territoires. Moi, je suis très heureux des réunions que j'ai pu faire entre le Cognac et le vin de Bordeaux. Je n'ai pas encore organisé entre le Cognac et l'Armagnac. Voilà. Mais on va le faire. C'est des dizaines de milliers d'emplois. C'est une capacité d'exportation incroyable. Je suis admiratif à l'égard du modèle du Cognac, 98% d'exportation. C'est la forêt plus grande d'Europe, avec tellement de choses à faire. On a retardé nos innovations dans le domaine de la forêt, notre organisation, notamment du secteur intermédiaire de l'industrie du bois. Les Espagnols sont beaucoup plus en avance que nous. Il faudra qu'on regarde, j'ai fait déjà des réunions avec le monde de la forêt, les différentes actions que nous pouvons mener. Il y a bien entendu l'utilisation de trituration, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des usages plus rémunérateurs dans la construction. Et puis ce fabuleux chantier de la chimie verte. Nous avons déjà des entreprises et des laboratoires qui travaillent dans ce domaine-là. À Poitiers, à Bordeaux, des entreprises, des RT dans les Landes. On a un potentiel extraordinaire. Nous avons besoin de planter ou de replanter la forêt. À la fois pour les usages économiques, c'est une forêt cultivée, mais aussi pour les usages humains, de loisirs que j'évoquais tout à l'heure. Parmi les autres secteurs, il y a bien entendu celui du tourisme. Cette côte magnifique, mais pour lequel, avec l'outil le GIE littoral, qui associe à la fois les communes, les intercommunalités, les départements, les acteurs, nous avons commencé à travailler pour, dans le respect de l'environnement et le respect de cette côte magnifique, pouvoir moderniser notre tissu d'hôtellerie et d'accueil. Le secteur des matériaux, pour lequel des structures de transfert de technologie, des laboratoires, des entreprises, il faut réfléchir aux matériaux de demain. Il ne faut pas qu'on reste, parce que la transition énergétique est essentielle, sur des produits fossiles. Nous avons les moyens, justement avec la forêt de cette grande région, avec d'autres cultures, de pouvoir préparer tout ce qui est matériaux biosourcés. C'est un enjeu pour nos laboratoires. Il faudra d'ailleurs que nous ayons une stratégie de recherche. Nous l'avons mise en place ici. Il ne s'agit pas
dans notre travail avec l'université, qui doit être un travail de fond, que nous versions simplement des sommes très importantes, 10% du budget pour ce qui concerne l'Aquitaine. Il s'agit de stratégies qu'il nous faut développer sur l'ensemble de ces domaines. Je peux citer le nautisme, en faisant un clin d'œil à Jean-François Fontaine, le maire de La Rochelle, qui est venu participer, je l'en remercie, à cette assemblée. Beaucoup de secteurs émergents, le secteur de la santé, le secteur des médicaments. Vraiment, on a dans ce domaine de l'économie de l'or au bout des doigts, au bout de nos pays, avec, bien entendu, l'idée que tout ça est réparti sur notre territoire. L'expérience qui est la mienne à la tête de l'Aquitaine a montré que notre développement est polycentré. Je le dis pour les élus qui viennent d'autres départements. Il n'y aura pas de centralisme bordelais. Ni sur le plan économique, ni sur le plan culturel, ni sur le plan éducatif. Il y a bien entendu les universités. Mais c'est avec aussi cette ouverture que je veux présider cette grande région. Et puis, il y a la formation. La formation. Beaucoup se gaussent en se disant « mais on ne sait pas faire une politique de formation ». D'ailleurs, le président de la République a souhaité, dans le courant du mois de janvier, rencontrer les présidents de région. Il va y avoir une discussion assez forte. Nous sommes responsables d'une partie de la formation et il faut qu'on renforce les régions dans ce domaine-là parce que la multiplicité des responsabilités entraîne la déresponsabilisation. Il faut qu'on soit comptable totalement de nos compétences. Chaque fois que le législateur a transféré pleinement une compétence, cette compétence a été réussie. Mais la formation est un élément essentiel. Regardez, le pôle du cuir de Thiviers, de Montbron, de Saint-Thirier. Regardez à partir de lycée, à partir de l'AFPA, ce que nous avons pu faire. Hermès arrivant à Montbron, autour du cuir et du luxe. Regardez ce qui a été fait et que nous devons développer avec les agriculteurs de Dordogne et du Limousin, pour faire en sorte qu'ils élèvent leurs bêtes, de telle sorte qu'on puisse mieux utiliser le cuir, réouvrir des poceries. Il y a des aventures territoriales exceptionnelles à vivre. Regardez l'aérocampus de la Traîne. 700 stagiaires quand nous l'avons racheté. 23 000 aujourd'hui de tous ordres. 100% de réussite au bac. 80% de mention. Et pour des jeunes qui viennent de milieux populaires. Il faut que ces fiertés nous animent et qu'elles soient partagées. Tout ne sera pas réglé, bien sûr, et l'action publique n'est jamais finie. Mais c'est cela. Et puis, il y a bien entendu notre participation, et elle doit être encore plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui, sur la transition énergétique. Le réchauffement climatique ne fait plus débat. Et ceux qui dégustent le vin de Bordeaux savent qu'il a pris 1,5 degré. Que les vendanges se font 3 semaines, 1 mois avant. Que nous avons des précipitations erratiques. Comment prendre cette transition énergétique? D'abord, elle va être utile à nos concitoyens, qu'ils soient agriculteurs ou particuliers qui veulent isoler sa maison. Installer un potentiel de production énergétique avec la méthanisation, avec des cellules photovoltaïques sur le toit des fermes ou des granges. Ensuite, il y a ce potentiel de création d'emplois technologiques. C'est vrai que je l'ai abordé beaucoup comme ça en Aquitaine, c'est les énergies hydroliennes. C'est la pile à hydrogène. C'est le stockage de l'énergie pour lequel nous avons une convention avec Hydro-Québec qui
c'est pas sûr, parce que c'est un risque qu'a pris la région, peut peut-être nous amener sur le bassin de Lac l'entreprise européenne de fabrication des batteries, donc de stockage de l'énergie. Il nous faudra continuer cela, nous adosser au potentiel de recherche publique et privée. Ce sont des comportements différents, individuels ou collectifs, sur l'usage de l'eau, mais sur plein d'autres choses, sur le type de voiture, sur la priorité au transport collectif. Tellement de choses à faire. Nous sommes la région dans ce creuset étonnant, passionnant, de contact entre le monde de la créativité et le monde de l'action publique. Je parlais tout à l'heure de co-construction. Comment rassembler ces forces? Comment les stimuler? Comment donner confiance à un jeune qui veut créer son entreprise dans le domaine des biotechnologies comme dans le domaine de la transition énergétique? Comment rassembler nos moyens? Celles et ceux qui ont travaillé avec moi dans le Conseil régional d'Aquitaine savent que je ne souhaite pas disperser les actions, que cette région doit avoir des priorités, bien sûr dans le cadre de ses compétences, que nous devons être avec les effets de levier le plus fort, avec des actions structurantes, visibles. La dispersion, le clientélisme, tout ça, ça n'a pas de sens. Nos concitoyens le réprouvent. Être à 7 derrière un ruban, et je l'ai dit souvent, signifie qu'il n'y a personne. Signifie que nous ne sommes pas visibles. Signifie que nous ne prenons pas, je pense au logement des jeunes par exemple, nous l'avons pris. 30% du logement des jeunes étudiants a été construit, de France, a été construit en Aquitaine en 2009 et 2010. Cela montre que quand on met le paquet sur une priorité, on a des résultats. Ça signifie qu'on abandonne d'autres choses. Et il faut que nous soyons ensemble pour choisir ces priorités. Je le disais tout à l'heure, cela se passera dans la rigueur budgétaire. Et cela se passera dans la croissance de notre budget d'investissement. Aujourd'hui, nous sommes en Aquitaine à 44%. La région nous amène à 40%, ce qui fait de nous la 3e région française. Nous devons remonter à la 1re place, sur la totalité. Parce que derrière tout ça, il y a la rénovation de nos lycées, l'équipement numérique, il y a nos petites salles de cinéma que nous avons toutes numérisées, il y a les CFA, dont il faut poursuivre la construction, il y a les investissements sur les ports, il y a les équipements intercommunaux qui rentrent dans le cadre de nos compétences, il y a les bâtiments agricoles, il y a l'usine du futur, cette capacité d'investissement, qui ne doit pas être surreprésentée par rapport à ce qu'est l'action publique. Quand on forme des chômeurs, quand on fait rouler des trains, quand on fait fonctionner des lycées, tout ça rentre dans le cadre de l'action publique. Sur le plan du fonctionnement interne, j'ai évoqué aussi, pour l'instant, la stabilité. Et nous ferons, dans le respect des hommes et des femmes de cette région, les économies qu'il conviendra. De telle sorte que, dans le mot service public, la part la plus importante soit le mot public. C'est peut-être ce que demandent aussi nos concitoyens. Comment innover pour redonner à cette notion d'action publique et de service public, dans son efficacité, les meilleures retombées. Il faudra qu'on évalue d'ailleurs tout cela, qu'une commission d'évaluation des politiques publiques, comme nous l'avions fait dans le mandat précédent, voit le jour. S'il y a des candidats, parce qu'ils sont particulièrement intéressés, compétents, eh bien ma foi, je ne mettrai pas des conditions de majorité ou de minorité pour animer cette commission.
Voilà, je pourrais bien sûr évoquer 1000 choses. Laissez-moi vous redire ma fierté. Laissez-moi vous redire que je prends cette responsabilité avec le cœur et en même temps avec la volonté d'audace, de courage. Mais tout cela ne peut se faire qu'en équipe. Et cette équipe, nous allons maintenant la constituer avec la commission permanente. Je vous remercie.